Il est déjà l'heure. Merci à tous d'être venus pour cette session. Merci de votre participation. Avec un thème, une thématique aujourd'hui qui est la levée de fonds en private equity dans un contexte incertain. C'est vrai que ce n'est pas évident de lever des fonds en ce moment. On est dans un contexte incertain, non seulement au niveau macroéconomique, mais aussi au niveau micro. On verra que c'est difficile pour les entreprises, difficile de recruter, difficile de se faire payer, difficile de facturer, difficile de lever des fonds. Que ce soit en dilutif ou en non dilutif, tout est difficile aujourd'hui dans notre monde. On est dans un contexte vraiment très instable. Et autant auparavant, c'était facile, on faisait un business plan et on y croyait pas. Généralement, c'était même difficile d'y croire, mais en tout cas, ça réussissait à convaincre les investisseurs. Autant aujourd'hui, ça ne suffit pas, le business plan. Il faut davantage que ça. Il faut d'autres critères, d'autres raisons pour pouvoir investir. Et donc, les entreprises, il y en a certainement dans l'auditoire aujourd'hui, on va essayer de voir justement comment est-ce que vous pouvez faire pour convaincre des investisseurs en equity, mais aussi des banques. Hein, on a un représentant du CIC. Donc convaincre des investisseurs en dilutif et des financeurs en non dilutif de vous financer dans un contexte instable, avec des entreprises instables, des clients, des fournisseurs instables. Donc on va voir ça notamment avec nos intervenants du jour. Julien Audebert, qui est CEO de Inorevia, qui fait des instruments automatisés pour l'analyse biologique. C'est ça, tu vas te présenter de toute façon un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je précise qu'on a financé et accompagné, quand je dis on, je vais me présenter tout à l'heure, mon réseau d'investisseurs a financé et accompagné Inorevia. Donc ce n'est pas innocent si je te fais venir. Également François, CEO de MyEasyFarm, qu'on a également accompagné et financé et qui fait de l'agriculture de précision. Tu te présenteras tout à l'heure. J'ai gardé la meilleure pour la fin, la meilleure parce que tu es la seule, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mathilde Iclanzan, directrice générale de WeSeed. WeSeed qui est le pionnier des plateformes de crowdfunding, financement participatif. Mathilde expliquera ça nettement mieux que moi, mais on a ici un acteur de référence. Hein, on a la chance d'avoir un acteur de référence puisque ça fait plus de 10 ans WeSeed. 2014, 2007. Donc c'était vraiment le premier à être dans ce monde justement du financement alternatif. Et il se trouve qu'il y a déjà 10 ans, on parlait de savoir comment est-ce qu'on pouvait trouver des financements alternatifs. Et bien 14 ans après, on en reparle encore justement dans la mesure où le monde est incertain et qu'il faut essayer d'aller chercher des financements ailleurs que là où on avait l'habitude d'aller les chercher. Et puis on aura aussi quelqu'un du CIC. Excuse-moi, je vais juste reprendre ton nom. Adrien Vandeninde, donc chargé d'affaires innovation CIC. Qui est notre invité surprise du jour, tout simplement parce que ça m'intéressait de faire intervenir justement quelqu'un du secteur bancaire à nos côtés pour pouvoir compléter l'equity par du non dilutif. Et donc le CIC en plus est une banque ultra en ce moment percutante, ultra proactive. D'ailleurs vous avez un stand sur le salon. Et donc, il va nous expliquer un petit peu quels sont les programmes qui sont mis en place. J'avais une question très générique pour commencer. Je vais m'installer avec vous. Et cette question s'adresse à Mathilde en particulier, parce que Mathilde est non seulement directrice générale de WeSeed, mais elle est aussi vice-présidente, c'est ça? Oui, vice-présidente de FPF. De FPF. Je vais te laisser te présenter. Comment est-ce que toi, tu ressens cette période, qui est une période un peu particulière? Ça fait plusieurs années déjà que tu es dans l'écosystème. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de spécial? Est-ce qu'on est vraiment dans un contexte incertain? Est-ce qu'à ton avis, ça va changer, ça va se préciser? Qu'est-ce qui fait justement qu'on est dans un contexte incertain? C'est une question très générale. Déjà, je crois que tu nous as demandé de nous présenter, c'est ça? Tout à fait. Donc, voilà, donc en effet, tu nous as très bien présenté. Donc, moi, je suis Mathilde Iclanzan, directrice générale donc, de WeSeed. WeSeed, c'est donc la première plateforme en France de financement participatif et notamment en crowd equity. Donc, crowd equity, c'est vraiment la prise de participation dans des sociétés innovantes. Donc, on fait pas de seed, on fait surtout de l'amorçage. On fait un peu de capital risque et ces dernières années, on a fait un petit peu aussi de capital développement. Alors chacun a sa définition en gros, mais c'est en gros le degré de maturité en fait de l'entreprise, sa valo et où est-ce qu'elle en est en termes de recherche et de marché notamment. Voilà, on finance à peu près 25 à 30 dossiers par an et on lève entre 25 et 30 millions d'euros par an donc en private equity aujourd'hui auprès d'investisseurs particuliers qui sont vous, moi, vos voisins, vos frères et sœurs. On a des tickets d'investissement à partir de 100 euros, donc vous pouvez devenir actionnaire de sociétés innovantes à partir de 100 euros. Et l'idée, c'est donc d'accompagner. Alors, beaucoup de nos investisseurs aujourd'hui recherchent une aventure entrepreneuriale parce que réellement, autour du dirigeant qui cherche une levée de fonds en financement participatif, au-delà de chercher des fonds, bien évidemment, ils recherchent surtout une communauté, des experts
un réseau autour de lui qui va l'accompagner dans ses démarches. Donc après, il y en a qui sont plus ou moins intrusifs, mais on a des belles histoires qui s'écrivent. Et aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir à peu près 220 startups donc, dans notre portefeuille, en tout cas sociétés innovantes. Et autour de ces sociétés, il y a des belles histoires qui se créent voilà. Et donc on a la chance d'avoir une communauté d'investisseurs qui sont vraiment engagés aux côtés des dirigeants. Et c'est très complémentaire en plus, je précise simplement, parce que j'anime un réseau de business angels qui met des tickets de 10, 15, 20 000 euros par business angel. C'est très complémentaire avec des réseaux de business angels comme le nôtre. Oui. D'ailleurs, on a fait des co-investissements communs et ça permet d'apporter une approche et un type de financement très utile sur tout ce qui est entreprise en seed, en amorçage dont on s'occupe. Voilà. Alors, je reviens à ma question. Et on investit aussi à côté de fonds et à côté d'industriels qui rentrent en général aussi à nos côtés. Voilà. Je reviens à ma question. Le contexte actuel, il est quand même assez bizarre, assez incertain. Toi qui es là depuis un petit moment, pas trop non plus, comment tu le ressens? Comment tu le vis? Je crois que c'est très compliqué aujourd'hui et je vois pas trop qui va aujourd'hui, même sur cette estrade en fait de gens habitués justement à financer le private equity ou à être financés, ou en tout cas dans cet écosystème-là. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'on est en plein dans la tempête. Donc là, on est en plein dans l'œil du cyclone. On nous l'a prédit depuis quelques mois. Alors vivre dans un monde d'incertitude, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que depuis 2 ans, on est tous hyper balèzes. Enfin, franchement, depuis 2 ans, qui aurait prédit il y a quelques années qu'aujourd'hui, on en serait là aujourd'hui? Peu de monde. Donc on a pris l'habitude de vivre dans ce monde d'incertitude, mais là je crois qu'en plus on a un effet accélération qui est quand même très très fort. Et donc c'est très compliqué, et je pense que ce serait très prétentieux de ma part que de te dire ouais, je vois bien là dans les 6-12 mois on va là, et en fait j'en sais rien, et je pense que personne n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que ça tangue très très fort. Moi je le vois en termes d'investisseurs. Aujourd'hui les gens sont plus prudents. Les tickets individuels, je parle donc des tickets moyens sur les sociétés qu'on finance, les gens sont beaucoup plus prudents, et à contrario, nous-mêmes on est plus prudents, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sélectif qu'avant, je pense. On l'a toujours été, on a toujours fait de l'innovation vraiment le cœur de notre métier, mais on est encore plus regardant sur des choses qu'on regardait moins avant et qui font qu'aujourd'hui on reçoit des projets, mais c'est vrai que c'est peut-être passé entre les mailles du filet, c'est plus compliqué. Voilà. D'accord. Vous qui gérez plusieurs classes d'actifs, à la fois de l'immobilier et de l'innovation, du start-up, est-ce qu'il y a un repli justement sur l'immobilier? Est-ce que les investisseurs s'orientent vers une classe d'actifs plus sécurisée? Oui. Aujourd'hui, on a une tendance forte. Alors, on n'a jamais autant collecté en private equity que ce qu'on a fait cette année, parce qu'on a quand même la chance d'être dans des niveaux de croissance qui restent encore très soutenus. Pour autant, quand on regarde les comportements, puisqu'on a la chance d'être une plateforme digitale, donc je connais les comportements, je peux traquer en fait mes investisseurs. Et en effet, on sent qu'il y a une petite partie qui commence à se contracter un petit peu sur le private equity et qui vont aller plus vers de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui le crowdfunding immobilier est un secteur qui est très connu, dans lequel on met de plus en plus de sûreté, de garanties, etc., qui est plus rodé. Voilà. Pour autant, l'immobilier est risqué aussi, hein, ça reste des investissements à risque, mais ce sont des risques, pas tellement de crédit, c'est des risques de liquidité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des projets immobiliers qu'on finançait avant sur 18-24 mois, aujourd'hui on va avoir un peu plus de retard. Donc là où nous aujourd'hui on est vraiment dans le nerf de la guerre, c'est sur l'immobilier, c'est gérer un peu ces retards de travaux, retards de commercialisation qui n'ont rien de grave, mais juste qu'il faut gérer. Et sur le private equity, on a quand même actuellement aussi une plus grande vigilance sur nos lignes actuelles, sur nos participations, et on mène un travail de fond, même si on est systématiquement minoritaire, parce que chez nous, une des règles principales, c'est que les dirigeants que l'on finance restent majoritaires en termes de décision sur leur... On n'est pas là, on n'est pas un fonds en fait. Donc moi je ne suis pas là pour prendre le pouvoir dans une entreprise, on est là pour accompagner le dirigeant. Et chose qu'on fait beaucoup plus maintenant, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment regarder l'état de santé de l'entreprise tous les mois ou tous les 2 mois, et on va aller renforcer les fonds propres et on va aller les accompagner. On a vraiment renforcé ce côté-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on gère vraiment encore plus nos participations et on est vraiment un equity partner, quoi. On n'est pas seulement dans la phase de collecte. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur les critères, parce que tu disais on est de plus en plus exigeant sur les critères, donc je te reposerai une question dans un instant, juste après avoir fait intervenir nos amis. Mais avant, j'ai une dernière question. Les fonds d'investissement, ils ont toujours eu relativement beaucoup d'argent, surtout depuis la crise des subprimes, où en quelque sorte, je caricature, les robinets ont été ouverts et donc l'argent coule à flot dans les fonds d'investissement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils retiennent leurs fonds? C'est-à-dire que moi, je le vois au niveau des startups qu'on a financées,
ils interviennent quand même nettement moins facilement en série A, série B, et ils sont là aussi beaucoup plus exigeants. Est-ce que tu constates ça toi aussi? Oui, mais ils sont exigeants pour les fonds avec lesquels j'échange, ils sont exigeants parce qu'ils font un pari qui est bon ou pas bon, que les valos vont baisser. Ouais. Et donc, en gros, ils se disent, je vais attendre 1 mois, 2 mois, et les valos vont baisser. Voilà. Et donc, si les valos baissent, pour eux, en termes de rendement pour eux, pour leurs propres investisseurs, ils savent qu'ils auront quelque chose à gagner. Donc, aujourd'hui, il y a plutôt un attentisme en se disant, les valos vont baisser, on attend encore 1 mois ou 2. Voilà. Ok. Julien, est-ce que la valo va baisser? Non, je pose la question de manière un peu abrupte. Oui. Non, déjà, oui. Déjà, est-ce que tu peux présenter un petit peu plus Oui. Innorevia et nous dire, toi, comment tu l'as vécu? Parce que ce qui est intéressant par rapport à MyEasyFarm, c'est que vous avez quand même 2 sociétés à un stade d'avancement différent en termes de financement. Toi, tu avais déjà levé beaucoup d'argent non dilutif, notamment parce que vous êtes très deep tech, très innovant, et donc vous avez pu mobiliser beaucoup de subventions et également des subventions européennes. Et puis tu as également fait de la levée de fonds en equity. Et donc tu vas nous raconter tout à l'heure quelles sont les difficultés que vous avez eues, notamment pour la dernière levée de fonds, même si on l'a faite assez facilement ensemble. Mais avant, présente peut-être Innorevia. Oui, donc bonjour à tous, moi je suis Julien Hautebert, donc je suis le président d'Innorevia. Je suis un ancien chercheur, je travaille à l'Institut Curie à l'étranger, et après j'ai changé de casquette il y a maintenant 6 ans pour monter Innorevia. Donc Innorevia, c'est une start-up effectivement deep tech, industrielle, donc souvent beaucoup de gros mots pour les investisseurs, mais qui développe des machines, donc des instruments physiques, pour faire de la biologie moléculaire avec un gain de performance assez considérable, destination des laboratoires de recherche et de la biologie médicale. Donc effectivement, comme disait Julien, nous on a développé la start-up depuis le début avec un mix equity sous forme plutôt business angel au début, et beaucoup de subventions, des prêts bancaires aussi. Donc on doit être aujourd'hui autour de 2,5 millions en equity et d'environ 3,5 voire 4 en subventions et avances remboursables. Donc on a un ratio plutôt pas mauvais via l'Europe, via des financements différents. Aujourd'hui, ce que j'observe pour répondre un petit peu à ta question, c'est quand on va voir les fonds d'investissement, c'est vrai qu'il y a ce contexte incertain, et je pense que Mathilde a très bien dit, personne n'est en mesure de dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer dans 3-6 mois. Ce qu'on observe, c'est des tendances un petit peu générales. Il y a un travail sur la valorisation d'entreprise, c'est vrai, qui est un petit peu plus poussé maintenant. Donc pour répondre un peu à ta question, sur la valorisation, moi ce que j'observe en tout cas, c'est que les fonds d'investissement, ils se disent ok, là c'est une entreprise industrielle, donc qui va devoir se fournir avec des composants. Ils ont de l'aluminium qui va venir d'Ukraine, ils ont des semi-conducteurs, il y a une tension sur les semi-conducteurs, donc déjà ils vont pas faire leur business plan. En plus avec l'inflation, de toute façon leur business plan, je le divise par 2, et donc tout ça mis bout à bout, enfin en tout cas c'est vraiment les discussions que moi j'ai avec les fonds quand je discute avec eux, tout ça mis bout à bout fait que les perspectives plus long terme sont assez floues. Et donc nécessairement, comme le fonds d'investissement, il a une sortie à 5-7 ans avec un niveau qui souhaite, il va être beaucoup plus regardant sur comment le business plan évolue, etc. Il y a donc ce point-là qui est très important, moi que j'observe en tout cas. Donc vraiment peut-être un rétablissement de niveau de valorisation un peu plus, je dirais d'il y a quelques années. Donc on redescend un petit peu. Ça c'est la première chose. Et on était sur les valos à l'américaine, quasiment. Ouais, tout à fait. J'appelle ça le back to reality. Ouais. Le back to reality. Ah oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc il y a vraiment effectivement cette espèce de reality check là qu'on fait, de se dire en fait qu'est-ce que ça vaut vraiment. Alors pour nous c'est peut-être un avantage parce qu'effectivement on est une entreprise industrielle qui fait des produits physiques, donc en fait ça a une valeur un peu qui est assez tangible, ces machines. L'autre chose c'est qu'il y a aussi, donc je parlais de l'approvisionnement tout à l'heure en composants, mais il y a aussi sur les recrutements. On voit en ce moment qu'il y a beaucoup de tensions sur les recrutements, en particulier chez les cadres. Bon, nous, on est en région parisienne, c'est vrai, mais je discutais tout à l'heure avec des gens à Lyon, ils ont le même problème, et puis c'est à peu près partout en France que c'est vrai. Donc, il y a aussi ça, c'est est-ce que vous êtes capable de faire votre business plan et atteindre vos objectifs, sachant que vous allez peiner à recruter, sachant que vous allez peiner à vous fournir. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a un peu de précautions à prendre. Et peut-être juste pour donner, c'est pas vraiment un conseil parce que je ne me permettrai pas, mais en tout cas, une observation que je fais, c'est qu'aujourd'hui, il faut en avoir un peu sous le pied. C'est-à-dire qu'avant, on disait, si tu as un bon projet, que tu commences à vendre 6-9 mois, la levée va se faire sans trop de soucis. Là, je pense qu'il faut prévoir 1 an de cash, il faut peut-être prévoir un plan B. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi. On prévoit toujours un plan B. Donc, est-ce que je peux faire un bridge pour aller un petit peu plus loin, pour rassurer les investisseurs? Donc, ce genre de choses qu'il faut mettre en place dès maintenant
pour être en mesure c'est vraiment ceinture et bretelle aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y a une petite opposition entre le back to reality et deep tech quand même, parce que les deep tech justement, elles ont besoin de temps et donc elles ont besoin de beaucoup d'argent et pas forcément non plus une perspective de rentabilité à très court terme, très moyen terme. Est-ce que toi aujourd'hui tu as une pression sur le fait de devoir réaliser des ventes et aussi de devoir atteindre le break-even, c'est-à-dire la rentabilité? Ouais, alors la rentabilité, on n'en parle pas trop pour l'instant encore. C'est pas l'objectif, mais déjà effectivement les premières ventes, nous notre produit, c'est un produit très haute complexité, hein, c'est clair. Surtout quand on a une petite équipe, pas forcément énormément de fonds pour le développer. Voilà, c'est pas un moteur d'Airbus, mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe, avec des technologies de rupture. Je pense qu'on en voit beaucoup autour de nous aujourd'hui qui viennent des laboratoires. Donc oui, nécessairement, il y a un temps qui est long. Et c'est pour ça aussi, je pense, moi je pense à la BPI en particulier, qui est quand même très à même d'écouter. Donc ils ont beaucoup financé la French Tech, après ils ont financé les Deep Tech, maintenant ils vont vers l'industriel et ils se rendent compte qu'effectivement, pour créer les industries de demain, il faut financer la Deep Tech aujourd'hui. Et donc beaucoup s'appuyaient sur eux, les banques aussi, hein, on est allé voir le CIC aussi, je fais un peu de pub, hein. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment ce mix, parce que effectivement, si on va juste chercher de l'equity au tout début et qu'on a 6 ans de développement R&D, ça va pas rentrer dans les critères du fonds d'investissement, c'est clair, parce que lui il veut ressortir sous 7 ans, quoi. Ok, merci Julien. C'était un premier témoignage intéressant de la part d'une société qui vient de lever en plus tout récemment. Et puis on va en prendre un second avec François. Alors François, même punition, tu vas devoir te présenter et faire ta réclame commerciale. Bonjour tout le monde. Je sais que tu n'aimes pas ça. Tout à fait, non, bien sûr. Voilà, Donc, et ensuite ce sera la même question qu'à Julien. Comment toi tu l'as vécu, sachant que la levée était dimensionnée différemment, puisqu'il n'y a pas eu autant de subventions, autant d'aides. On est sur une levée de fonds un petit peu plus petite, et notamment avec des acteurs qui sont un petit peu différents, des business angels comme les miens par exemple. Voilà, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer? Mais présente-toi d'abord. Donc je m'appelle François Thierard, donc je suis le cofondateur de Maizy Farm. Maizy Farm en 2 mots, c'est l'agriculture de précision, l'agriculture bas carbone, c'est-à-dire l'utilisation des données numériques dans le domaine de l'agriculture. Domaine qui n'utilise pas forcément beaucoup le numérique, qui est en train d'évoluer vers le numérique. Et on travaille plus particulièrement sur les sujets de réduction des émissions de CO2. Je ne sais pas si vous savez, mais l'agriculture ou l'agroalimentaire de manière générale, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est également un puits naturel potentiel de carbone. On parle souvent de la forêt ou de la mer, mais dans le sol agricole, on peut stocker beaucoup de carbone si les agriculteurs changent leurs pratiques. Et donc on est là pour leur amener des solutions pour suivre le changement de leurs pratiques et les financer à travers ce qu'on appelle des crédits carbone, qui sont montés par le ministère de la Transition écologique ou par des organismes privés. Donc effectivement, on vient de terminer notre première levée de fonds avec We Like Startup, qui était d'ailleurs le réseau de Business Angel Prime, on va dire, qui nous a accompagnés. Donc on est passé quelque part juste avant les turbulences qu'on peut voir actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Je commence déjà à travailler sur la prochaine levée de fonds pour l'été 2023. Et effectivement, on voit que on commence déjà à nous demander beaucoup plus de traction, beaucoup plus de comment vous avez monté votre business plan, est-ce que vous êtes capable de le réaliser, etc. etc. Donc on a beaucoup plus de demandes précises de la part des fonds. Alors on s'adresse, pour le deuxième tour, on s'adresse bien sûr à nos actionnaires existants, mais également à des fonds. La chance qu'on a, c'est qu'on travaille sur ce sujet de la réduction du CO2. Donc on disait que la finance tanguait, mais il n'y a pas que la finance qui tangue, hein, puisque le climat tangue, la météo tangue, etc. Donc le sujet de la réduction des émissions CO2, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, dont les investisseurs, dont les fonds à impact. Donc on a peut-être cette chance-là, effectivement, d'avoir un sujet qui intéresse les investisseurs, mais ce n'est pas pour ça que les millions coulent à flot directement pour investir dans notre solution. Donc effectivement, je pense que là, on n'en est pas encore à rediscuter valorisation et ce genre de choses, mais c'est évident qu'on va être beaucoup plus pressurisé par les fonds sur le sujet, parce que même leurs investisseurs leur demandent un taux de rentabilité, enfin un résultat à 5 ans ou à 7 ans qui va être beaucoup plus vérifié que par le passé en fait. Ouais, on parlait effectivement des deep tech et du paradoxe entre être une deep tech et obtenir très vite une rentabilité. Là, tu parles des secteurs à impact. C'est vrai que Maizy Farm est une société à impact.
Est-ce que ça, justement, c'est un argument, tu l'as plus ou moins dit, mais est-ce que c'est un argument pour pouvoir convaincre des fonds d'investissement? Est-ce que tu vas jouer là-dessus, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que ça permet de s'exonérer d'un certain nombre de critères d'investissement que les fonds demandent généralement aux startups? Alors, bien sûr, hein, pour un fonds à impact, il faut être capable de réduire les émissions, typiquement les émissions de CO2 de nos clients, enfin de nos clients, les agriculteurs, les coopératives agricoles, les groupes agroalimentaires, mais il faut se l'appliquer à soi-même. D'ailleurs, donc, on vient de devenir une entreprise à mission. Alors, une entreprise à mission, c'est pas grand-chose, c'est simplement changer dans un premier temps ses statuts, mais ça impose quand même effectivement de travailler sur la mission en tant que telle. C'est pas juste je change les statuts. On travaille sur notre bilan carbone. On a comme objectif de devenir ce qu'on appelle une B Corp, c'est-à-dire c'est un label qui reconnaît les efforts d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Donc on travaille sur ces sujets-là parce que c'est des critères qui sont importants pour les fonds à impact. Donc il faut non seulement donc travailler avec ses clients, mais travailler en interne également. On a déjà quelques pistes de réponse à comment lever des fonds dans un contexte incertain. Bon, baisser les valos, ça semble peut-être la première réponse la plus évidente, c'est pas la plus simple, mais aussi jouer sur des tendances qui sont plus que des tendances, c'est des phénomènes de société. On l'a bien vu avec le Covid d'ailleurs, les financements dans les biotech suite au Covid ont été multipliés, et là peut-être on va attendre une catastrophe pour que ce soit aussi multiplié sur tous les projets à impact, mais on sent quand même qu'il y a une lame de fond, notamment parce qu'effectivement les financeurs des fonds d'investissement imposent ces critères-là aux fonds dans lesquels ils investissent. Donc c'est intéressant. Vas-y. Effectivement, je pense qu'il y a à peu près 2 ans, on a commencé à discuter avec des investisseurs. Et à l'époque, on n'était pas encore sur ces sujets de réduction des émissions CO2. On parlait plus, nous, à l'époque, des sujets d'agriculture numérique. Et très franchement, ça ne passionnait pas les foules des investisseurs, notamment les Parisiens. Puis, voilà, ok, c'est bien, c'est super. Le fait de parler de réduction des émissions CO2, il se trouve qu'on était dans ce monde-là de toute manière. Donc on a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, je dirais, quelque part. Mais effectivement, il faut avoir un sujet qui intéresse les investisseurs. Sans ça, on voit des levées avec des montants mirifiques sur la livraison de pizza à domicile. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut arriver à ce genre de choses et quel est le différenciateur. Et je pense que des sociétés de ce type-là auront de plus en plus de mal à lever des fonds, en tout cas pas aux valeurs dans lesquelles ils ont pu lever dans les années qui viennent, qui sont passées. Donc baisser la valo, viser la rentabilité, mettre en avant des sujets qui préoccupent la société et qui préoccupent les fonds d'investissement et les banques dans tout ça. Julien parlait justement de la CIC, du CIC, qui est une banque très proactive sur les startups en ce moment. On vous voit un peu partout, et vous êtes notamment sur le salon avec un grand stand à l'entrée. Stand B14, pour ceux qui sont intéressés. Stand B14. Quels sont vos critères de sélection des startups, en particulier des startups deep tech? Est-ce que justement vous avez un focus essentiellement sur la rentabilité, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui vous intéressent? Alors, oui, alors nous effectivement, alors juste pour rappeler un peu, nous c'est vrai qu'on est assez présent sur l'innovation depuis ces dernières années. À la fin de l'année, on devrait être 10 chargés d'affaires innovation en Ile-de-France, pour accompagner les startups et entreprises innovantes du territoire. Et c'est vrai, dans la plupart des cas où on est sollicité, c'est sur des financements non dilutifs, donc financement en accompagnement des levées de fonds. Donc toujours intéressant pour les dirigeants de pouvoir lever des fonds sans se diluer. Donc c'est sur des tickets, on va dire, en accompagnement des levées de fonds, mais qui restent quand même de taille raisonnable et on va dire... on ne fait pas du 1 pour 1, ça reste des tickets de l'ordre de 10 à 20% en accompagnement des levées de fonds. Après les critères, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, on a des dossiers avec des activités toujours différentes, des stades de maturité différentes. Effectivement, on peut avoir un dossier deep tech, c'est aussi compliqué de financer une startup deep tech qui ne fait pas de chiffre d'affaires, mais qui a déjà réalisé plusieurs levées de fonds. On va avoir une approche plus, on va dire, prévisionnelle sur les startups. Notamment sur le cash burn, voilà, plutôt qu'une approche classique que peut avoir un banquier sur des PME et entreprises classiques. Voilà. Après, alors, oui.
Il y a un autre sujet, je trouve qu'on regarde peut-être plus. Moi, il y en a deux. Le premier, c'est la complémentarité de l'équipe. Aujourd'hui, elle a une valeur qui est quand même importante. Tu vois, quand tu disais quels sont les points quand on lève en private equity, on a toujours beaucoup regardé l'équipe, mais aujourd'hui, elle porte encore plus tout son poids, quoi. Enfin, je trouve que le fait, alors c'est très subjectif, hein, évidemment, mais on va aller vérifier que dans l'équipe, il y ait bien les diverses compétences en fait qui sont attendues. Chose qui avant, t'avais un peu cette vision du CEO génial en fait, hein, qui porte tout le monde, non mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et ben aujourd'hui, on va aller regarder, c'est quand même, on a des gens qui sont résilients, qui sont capables de pivoter, qui sont capables de piloter eux-mêmes dans l'incertitude. En fait, là où on en est nous, on sait très bien que l'équipe qu'on a en face, elle va vivre des tempêtes et qu'elle va pas dormir la nuit et que ça va être la galère, qu'ils vont pas se rémunérer. Enfin, et donc, est-ce qu'ils ont cette résilience-là ? Voilà. Ça, pour moi, c'est un aspect hyper important. Bon, après, j'ai la chance d'avoir des équipes qui analysent les dossiers, et donc moi, j'arrive un peu à la fin et je regarde. Mais pour moi, c'est 80%. Est-ce que vraiment, c'est quelqu'un... La résilience de l'équipe, sa capacité à pas faire du déni, on met rien sous le tapis. On affronte les sujets, on s'attribue pas les mérites de l'entreprise si elle réussit. Et par contre, si jamais elle échoue, on assume ses responsabilités, quoi. Enfin, dans les moments où elle échoue. Voilà, tu vois. C'est des critères qui sont importants aujourd'hui. On pourrait penser que pour une banque, justement, c'est pas forcément un critère, le caractère humain. Est-ce que je me trompe ? Si, non, mais c'est tout à fait correct. On regarde le profil des dirigeants. Donc, on ne regarde pas juste les diplômes, etc. On regarde la complémentarité de l'équipe, savoir si aussi ils sont bien accompagnés. Et aussi l'expérience, ça joue beaucoup. Parce qu'on a aussi des dossiers de start-up qui sont dirigés par des jeunes... on va dire, qui ont fait des très grandes écoles et qui sont brillants, mais qui n'ont pas d'expérience. Et donc, ça peut jouer aussi, en fait, dans la décision. Mais c'est un des points à regarder. Ouais. A contrario, il ne faut pas non plus que ce soit... Il m'est arrivé, moi, d'avoir des projets sur des hommes ou des femmes, majoritairement des hommes, hein, c'est comme ça, qui avaient mené leur carrière professionnelle, qui arrivent à l'âge de 58-60 ans, ont plutôt réussi leur vie et se disent, tiens, je vais lancer une start-up. C'est chouette, mais sauf qu'ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut, pardon. Mais de notre côté, est-ce qu'ils vont vraiment avoir les tripes, quoi ? Le truc qui fait qu'on va s'y mettre à 300%. On n'attend pas d'un dirigeant qui s'y mette à 20% de son temps entre deux autres activités, quoi. C'est vraiment que les dirigeants soient opérationnels, focus à 100%, engagés et avec des tripes. Voilà. Ok, j'aurais des questions sur l'accompagnement, puisque tu l'as évoqué, hein, aussi le suivi des participations, qui est quelque chose de fondamental pour pouvoir lever ou plutôt relever de l'argent dans un contexte incertain. Mais avant, il y a peut-être des questions dans la salle qu'on peut prendre tout de suite. Ou c'est bon ? Des interventions, des commentaires, des observations ? N'hésitez pas. Eh ben, on va enchaîner alors sur l'accompagnement. De toute façon, il nous reste à peu près 5 minutes. Et ça tombe bien parce que c'est un sujet qui, pour moi, est fondamental. L'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a levé de l'argent pour pouvoir en relever. Est-ce que justement la relation avec les actionnaires que vous avez pu déjà onboarder dans le capital vous semble importante à entretenir ? Vous allez me dire nécessairement que oui. Mais comment est-ce que vous allez gérer justement cette relation avec les actionnaires ? On va commencer par François, ensuite Julien et Mathilde peut-être pour conclure justement sur l'importance de l'accompagnement et de la gestion de la relation entre actionnaires. Moi, je considère un investisseur, c'est bien un actionnaire de la société pratiquement comme un client. Donc on met en place une communication avec nos actionnaires actuels pour au moins que dans le prochain tour, ils reviennent nous accompagner pour le prochain tour, voire qu'ils nous mettent en relation avec d'autres réseaux, parce qu'on sait très bien que c'est le premier investisseur, et c'était le cas avec Will I Startup. C'est le fait d'avoir dit je démarre avec Will I Startup qui nous a permis d'aller travailler avec d'autres réseaux, d'autres investisseurs. Donc on n'est pas merci, on a pris le cash, merci, et puis on se reparle dans 5 ans. Donc on n'est pas du tout dans cette logique-là. Hein. Il y a une émulation qui se fait naturellement. Julien, toi, tu avais déjà des investisseurs au board. Je sais que pour les investisseurs de mon réseau qui ont investi, c'était primordial de voir que les historiques allaient y retourner. Ils y sont retournés. Comment justement tu as fait en sorte que les historiques, même si le BP n'avait pas été forcément respecté, ils sont retournés ? Comment t'entretiens la relation avec ces actionnaires-là ? Ouais, je pense en plus ça marche bien avec cette histoire de contexte incertain. En fait, moi je me rappelle mon premier patron, il me disait toujours viens pas me voir quand tu as un problème, viens me voir quand tu as une solution.
parce qu'il n'avait pas le temps, quoi. Donc, et je pense qu'il faut faire à peu près la même chose avec les investisseurs. On présente un business plan ou un objectif de développement, on a peu de chances de faire ce qu'on avait dit, voire aucune, enfin franchement c'est très rare. Mais par contre, ce qu'il faut montrer, c'est qu'en fait on arrive, on a un souci, on pivote, on s'adapte. Et ça, je pense qu'en fait, c'est ce qui crée la confiance. Parce qu'en fait, l'investisseur, enfin en tout cas chez nous, ils ont confiance parce qu'ils se disent, bon, ça se passe pas forcément toujours bien, ils ont des problèmes d'approvisionnement, ils ont du retard sur telle vente qu'ils devaient faire plus tôt, etc. Mais ils ont toujours su pivoter. Et c'est plutôt en fait cette espèce de résilience dont parlait Mathilde tout à l'heure, de se dire quand ça va pas et qu'on a fait une erreur, on le dit, on progresse, on pivote. Et en fait, je pense que c'est ça qui crée un peu, qui crée cette cohésion avec les investisseurs. Je suis d'accord, il faut y prendre aussi comme des clients à qui on a pris quelque chose aussi. Mais au-delà de ça, ce qu'ils veulent savoir, c'est que finalement, ça avance en fait. Ça avance peut-être pas exactement comme prévu, mais on arrive à avancer, contourner les obstacles. Et je pense que c'est pour ça, en tout cas, chez nous, qu'on a réussi à montrer que malgré des problématiques, malgré des marchés qui étaient accaparés par certains compétiteurs, on a su pivoter sur d'autres marchés, ce genre de choses, et toujours avancer dans la direction qui semble la plus appropriée. Donc la confiance vient comme ça. Super. Et Mathilde, peut-être pour conclure justement sur cet accompagnement. Du coup, de l'autre côté, c'est-à-dire que si on reprend le titre en fait, de la table ronde, c'est levée de fonds en private equity dans un contexte incertain. Moi, si je devais donner un conseil, c'est faire ce qu'on ne fait pas toujours dans un mariage, c'est-à-dire que normalement, c'est chouette de choisir ses investisseurs, mais la première des choses à faire avant de se marier, c'est de penser au divorce. Et notamment de penser qu'on va non mais c'est vrai, et de se dire qu'on en arrive dans un contexte incertain. Donc là où il faut faire très attention dans les levées de fonds. Avant, il y avait des levées extraordinaires, il y avait des covenants, je pense que personne ne les regardait parce qu'on se dit, finger in the noise, hein, franchement, aucun problème. Aujourd'hui, quand vous êtes face à certains investisseurs, ce qu'on appelle les covenants, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez être sanctionné si vous ne respectez pas les engagements que vous avez pris dans vos BP, dans vos objectifs, etc. Vous allez vous retrouver face à des grandes difficultés. Donc je pense que si on repart dans ça, dans un contexte incertain, le plus important, c'est de garder, de négocier cette souplesse aujourd'hui et de se dire, ok, mais moi je vis dans le même monde que vous les gars, hein, donc dans un contexte incertain, oui, je vous promets la lune, mais bon, si on atterrit dans les étoiles, c'est pas non plus très très grave. Voilà. Donc choisir, toujours se projeter sur le fait qu'on va être dans un contexte incertain et que donc on peut être face à des difficultés. Voilà. Et ça complète un peu ce que tu disais, c'est-à-dire cette résilience, cette manière de ne pas être dans le déni et d'avancer quand même. Ok, un grand merci. Peut-être des questions dans la salle. Une là-bas, je vois. On a le temps pour une ou deux questions. Une start-up qui est en liquidation judiciaire, qui a déjà consommé 20 millions d'euros. Comment vous faites pour repartir Est-ce que ça s'analyse déjà ? Est-ce que ça s'analyse ? Parce qu'une boîte qui est en liquidation judiciaire... Vous voyez, vous pointez le doigt sur le fait que moi, j'ai un de mes rêves, ce serait qu'un jour, chez WeSeed, alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce serait compliqué de le lancer, mais j'aimerais qu'on fasse du retournement. Parce que je pense que justement, aujourd'hui, le retournement, c'est quelque chose qui est très bien compris aux États-Unis, dans tous les pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a échoué aux États-Unis a beaucoup plus de valeur que le chef d'entreprise dont tu parles, qui sort d'une grande école, qui est super, ou qui a fait des grandes études, et qui promet la lune. En fait, on considère l'échec dans les pays anglo-saxons, en fait, c'est au contraire une grande valeur. Et en fait, en France, on n'est pas encore arrivé à ça. Et je trouve ça très dommage, parce que c'est justement les chefs d'entreprise qui, à un moment, ont raté, ou les équipes qui, à un moment, ont raté, qui ont le plus grand potentiel. Et donc, si aujourd'hui, on pouvait arriver à faire... On l'a fait une fois sur une coopérative laitière comme ça du Pays Basque, et ça a été le plus grand succès de collecte qu'on ait eu. C'est-à-dire qu'on a expliqué, c'est une coopérative qui ne va pas bien, qui est en train de couler, et on a eu une sorte de communauté qui s'est levée autour de toutes les agriculteurs. Il y a une communauté qui s'est levée autour, on a réussi à les retourner. Alors, ils ne sont pas complètement sortis d'affaires, on les suit de très près aujourd'hui, mais pour moi, c'est des belles aventures. Et je pense que le financement participatif, pardon si je prêche pour ma paroisse, on est là pour ça, en fait, aujourd'hui. Quand on parle de solidarité, etc., pour moi, c'est vraiment le sujet. Voilà. Donc, si un jour vous avez une idée, je veux bien développer cette activité-là. J'ai une liquidation judiciaire dans ma tête. J'ai pas seulement une idée. J'ai entendu le gong sonner. Mais c'est très triste que personne n'aide. Je suis d'accord avec vous. Donc on est obligé de s'arrêter, mais vous avez de toute façon les principaux acteurs sous les yeux, notamment pour accompagner vos levées de fonds.
Le CIC, stand B14, c'est ça? Donc vraiment, alors c'est pas pour faire de la pub parce que je suis pas au CIC, hein, je suis désolé, mais ne serait-ce qu'ouvrir un compte séquestre pour faire une augmentation de capital, je sais pas si Mathilde le sait aussi comme moi, c'est galère. Mais c'est une galère phénoménale. Et je sais qu'avec le CIC, rien que le fait d'ouvrir un compte séquestre, c'est beaucoup plus facile qu'avec d'autres banques. Je ne les citerai pas, mais il y a des grosses banques qui sont très générales et qui sont très difficiles en matière de compte séquestre. Et je l'ai fait pour une des boîtes avec le CIC. Ça s'est fait hyper facile. Et ça peut vous planter une levée de fonds. Donc c'est pour ça, je ne fais pas la pub du CIC, mais allez N'hésitez pas à faire vos levées de fonds chez nous. Ouais, allez les voir, stand B14, et j'ai pas d'intérêt. Et puis évidemment, WeSeed, un grand merci à Mathilde d'avoir intervenu sur cette table ronde, pionnier du financement alternatif. Donc c'est vraiment un acteur important. Et merci aussi à Julien, François, nos deux grands témoins entrepreneurs. Et bravo pour vos startups, bravo pour vos idées et bravo pour vos idées à tous, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes start-upers. Merci en tout cas à chacun d'entre vous.